Vous savez, on a beaucoup parlé de volontaires français ou de qui vont se battre avec les Ukrainiens contre les Russes, contre les envahisseurs russes. Mais il faut le dire, et ça a été nié, sauf que ça existe. Il y a des Français qui sont portés volontaires, qui se sont portés volontaires avec les Russes pour se battre contre les Ukrainiens. Alors ça a été très contesté, mais aujourd'hui c'est acté. Minorité bien sûr, mais ils sont là et on a voulu parler et ils ont pris le nom de Normandie-Niemen. Et Normandie-Niemen, donc, qu'est-ce que c'est que ce régiment de chasse Normandie-Niemen? Voici ce qu'en dit donc une journaliste de LCI il y a quelques jours. Alors cette unité qui combattrait aux côtés des forces russes, vous avez entendu son nom, Normandie-Niemen. Avant d'expliquer de qui il s'agit, pourquoi Normandie-Niemen, qu'est-ce que cela signifie? C'est le nom d'une unité célèbre de l'armée de l'air française qui a été créée pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est une unité de chasse, donc avec des pilotes de l'air français qui utilisaient donc à l'époque des Mirages. Alors voilà, c'est là où ça devient vraiment poétique, qui utilisait à l'époque des Mirages. Donc à l'époque, effectivement, ce régiment, c'était donc entre 40 et 44, et je rappelle simplement que le premier Mirage est apparu dans les années 60. Donc on fait une rétrospective extrêmement intéressante et on fait naître le Mirage 20 ans plus tôt. Vous savez, c'était très simple, hein, elle aurait dû dire, cette journaliste sympathique, la page du Wikipédia jusqu'au bout, parce qu'elle a lu le début. Et que dit la page Wikipédia? Notamment, le régiment de chasse 230 Normandie-Niemen est une unité de combat de l'armée de l'air et de l'espace française. Lors de sa mise en sommeil en 2009, le régiment était équipé de chasseurs Mirage. Elle a lu ça rapidement, elle dit « Ah, ben chasseurs Mirage, allez !» Ben c'était déjà là, à ce moment-là, voilà. Alors que ça a été créé par les forces françaises libres en 42, et ça a été engagé en Union soviétique sur le front de l'Est. C'est pour ça, je rappelle, qu'il porte à l'époque, le double nom de Normandie, la région française bien sûr, et de Niemen, qui est un fleuve de l'ex-Union soviétique qui se jette dans l'Est de la mer Baltique. Voilà. Alors, eh ben, elle a vu un mirage, vous savez, comme dans le désert, ça arrive. Et là, c'était le désert de l'information. Berger, mais là, malheureusement, c'est pas le romantisme de la seule maison dans mon cœur, hein. C'était pas ça du tout. Vous savez, depuis un an, un retraité de 95 ans, je dis bien de 95 ans, vit un véritable enfer. Il est propriétaire d'une maison à Poitiers. Il a vu son bien squatté. Alors, entre la mairie et le préfet qui se renvoie la balle, le nonagénaire se retrouve obligé, alors qu'il n'occupe plus sa maison depuis un an, de payer la facture d'eau. Son bien a été squatté d'octobre 2023 à février 2025. Hein, vous voyez, il y a encore 2 mois. En plus de retrouver le logement dans un état lamentable, il reçoit une facture d'eau de plus de 17 000 €. Voilà, on lui a dit qu'il était squatté, on lui a demandé de saisir le préfet rejette la demande d'expulsion, on ne sait pas si ça a été menace, voie de fait, etc. Donc ça commence le cycle infernal, l'huissier ils l'ont dit, d'ailleurs on a forcé le garage, voilà, la mairie a menacé le client de rendre sa maison, qui se trouve en face d'une école, inhabitable à arrêté préélectoral pour cause d'insalubrité. Donc, en février 2025, je raconte ça parce que c'est hallucinant, le couple finit par quitter les lieux sous la pression de l'huissier et de l'avocat, mais quand il a vu que l'état de la maison, les éviers étaient arrachés, l'eau coulait à flot, et donc la facture, 17 364,16 €, qui doit être payée par le nonagénaire, puisque le compteur d'eau est resté au nom du propriétaire. Et voilà comment on rend la justice, on va en parler, hein, avec Jean-Marie Roire, hein, et son livre. Voilà. Et il n'est pas seul, hein, ce nonagénaire, hein. Une propriétaire a découvert que ses locataires de longue durée, devenus squatteurs, sous-louaient son bien sur Airbnb à un prix exorbitant. Lorsqu'elle a fait intervenir la justice, le couple n'a plus payé les loyers et a pu rester à la maison pendant la trêve hivernale. Et voilà. Et encore, d'habitude, ça dure beaucoup plus longtemps. Voilà, squatter, vous voyez, ce n'est pas toujours, ce n'est jamais d'ailleurs très romantique. Et force de loi appartient à qui? Aux squatteurs? Quand même embêtant ça, non? N'est-il point?
Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Et oui, il a raison, Maurice Chevalier, tout ça sent si bon la France. Et d'ailleurs, qui le dit encore plus aujourd'hui? Eh bien, il a accordé, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, je rappelle que Gérald Darmanin était aussi, il n'y a pas si longtemps, ministre de l'Intérieur. Et il a accordé aux médias en ligne légende, chez Guillaume Play, chez le podcasteur Guillaume Play, il a parlé de la situation actuelle. Écoutez, ça vaut son pesant d'autorité et de gouvernance. Écoutez. Est-ce que la France, c'est plus dangereux qu'avant? Elle est plus violente. Dangereuse, je ne sais pas. Elle est... Vous qui avez les chiffres, en fait, de l'intérieur. C'est plus violent et ça touche plus partout, tout le temps. En fait, je pense que moi, j'ai toujours entendu quand j'étais petit, quand on allait en ville, quand on sortait avec les copains. Ouais, fais attention. C'est normal de faire attention. Quand j'allais au stade de foot à Valenciennes, fais attention quand même. Mais ma mère m'a jamais dit fais attention quand j'allais voir mon oncle dans le village d'à côté, quoi. Maintenant, je pense que ma mère me dirait fais attention. Encore aujourd'hui? Ouais, je pense qu'il y a plus de lieu safe, en fait. Je pense que c'est ça qui... La drogue, par exemple, elle a toujours existé, la drogue. Mais aujourd'hui, on voit bien que le moins de petites bourgades de ruralité, ils connaissent la coke, le cannabis. C'est ça qui change. Avant, la drogue, c'était les grandes villes, c'était le métro. Donc, je pense que ce qui marque beaucoup les Français, c'est que ça s'est généralisé, métastasé quelque part, vous voyez. C'est plus que dans les endroits où on cherchait le problème potentiel. On allait sur les Champs-Élysées à Paris, on savait qu'on pouvait éventuellement tomber sur un voleur ou un mouvement de foule. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Il l'a dit. Ancien ministre de l'Intérieur, actuel ministre de la Justice, il n'y a plus de lieu safe en France. C'est dire que d'autres parlaient de sentiment d'insécurité.